sera en français parce que le livre est là en français. J'ai juste fait mon intro comme d'habitude. J'ai deux trois trucs à dire. Premier truc, il est 4h du mat. Il fait très chaud, donc je vais faire beaucoup de pauses. Deuxième truc, voilà, c'est ça le deuxième truc que j'allais dire. Vous pouvez entendre mon chat derrière, donc faites pas attention. Elle a décidé que elle allait pas dormir et j'y peux rien. Donc là vous avez entendu, elle était en train de faire ses griffes sur mon tapis. Mais bref, j'ai décroché le micro comme vous pouvez le voir de son socle pour pouvoir être vraiment très proche du micro. J'ai augmenté la sensibilité, on sait jamais. Et j'ai changé de décor. C'est une vidéo chill. Donc je suis sur mon lit avec l'un de mes doudous. Celui-là vous le voyez souvent au fond de mon. Vous le voyez souvent au fond de mon setup. Bref, commençons. Isabelle fixait la gorge blanche de la jeune femme qui lui faisait face avec une intensité inquiétante. C'était le troisième thé onéreux que cette cliente goûtait. Un air dédaigneux placardé sur son visage fardé. Si elle refusait celui-ci, Isabelle inspira une profonde bouffée d'air et replaça une longue natte de laine derrière son oreille. Elle était obligée de plisser les yeux pour distinguer la jeune femme à contre-jour depuis son installation. Depuis son installation 5 ans plus tôt, Isabelle détestait cette immense vitrine qui lui donnait l'impression d'être observée par toutes les passants. En plus de laisser entrer une lumière bien trop forte, cette boutique était son repère de bois sombre et de thé. Un abri brut et pourtant délicat, mais la vitrine l'exposait à tout, sans aucune pudeur. Et maintenant, cette peste, en face d'elle, profitait de son épuisement. Les dents serrées, Isabelle devait prendre son mal en patience. Le client est roi et très souvent les nôtres sont des nobles, disait son père en partant d'un rire tonitruant, qui secouait son large torse. Leur boutique de thé était l'une des plus prisées du royaume d'Étéros. Il avait une réputation à maintenir. Isabelle devait se comporter en conséquence. Curtassé Lerno est un mélange à base de thé vert créé en hommage au jardin du palais royal, où notre famille est régulièrement invitée pour des dégustations. Nous nous sommes inspirés des roses parfumées qui y sont cultivées et y avons ajouté des amandes concassées de Bonneto. C'est l'une de nos dernières compositions, vous plaît-elle? Isabelle tenta un sourire de connivence, calqué sur celui de sa mère, qui créait ainsi une complicité avec des clients de passage, vite transformée en consommateur fidèle de ses propres capacités de vendeuse, était en un mot désastreuse. Elle n'avait pas le charisme de son père, dont l'assurance irradiait à travers leur luxueuse échoppe où tout n'était que tiroirs en bois et large table. Isabelle s'était déjà demandé si son père n'avait pas été sculpté dans le même bois que leur comptoir, avec son crâne brillant et sa barbe crépue, si fournie qu'elle retombait sur sa lanière blanche. Andre de Morat ne pouvait être que le maître des lieux, le confectionneur, avec un C majuscule. Sa voix profonde résonnait à travers toute la boutique. Comptant tantôt les origines lointaines
Nora pour qu'elle sache instantanément qu'elle mélange les envoûterait. À cela s'ajoutait un savoir prodigieux sur les vertus médicinales de dizaines de plantes originaires du monde entier, une autre variante de la magie organique qui circulait dans le sang de la famille de Mora. Isabelle tenait plus de son père et créait des harmonies dans son esprit. Ses réalisations originales séduisaient les nobles en quête d'une nouvelle mode à lancer à la cour du roi des Terros. Elle pouvait avoir des idées fulgurantes que même André ne comprenait pas tout de suite, mais la vente était pour elle un cauchemar. La jeune femme en face d'elle qui fronçait maintenant son nez en trompette en était un parfait exemple. C'est trop fort, finit-elle par minauder. Avec une moue renfrognée, Isabelle se mordit l'intérieur de la joue. Espèce de petite idiote. Elle avait compris le manège de cette écervelée à la seconde où celle-ci était entrée dans la boutique. Une élégante robe de brocarte bleu ciel au corset décoré de bleuets en taffetas, de larges anglaises blondées, un minois poudre, les tirailles de la jeune noble bourricade qui aimait faire tourner son monde en bourrique. Si Isabelle était une vendeuse médiocre, elle était en revanche douée pour distribuer des gifles. La moitié des garçons du quartier faisaient encore un pas de côté quand ils la croisaient. Mais ses parents la tueraient de leurs mains si l'une des siennes rencontrait la joue d'une cliente. Elle se frotta le menton de l'index, faisant mine de réfléchir. Il était temps de retrouver cette pimbèche. Une ennemie à sa taille. Peut-être que non. Je sais, s'exclama-t-elle. Isabelle se tourna vers sa mère qui gardait toujours un œil sur tous ses clients, ainsi que sur sa vie. D'un regard, Isabelle lui fit comprendre qu'elle avait vraiment besoin d'elle. S'il te plaît, maman, ne m'oblige pas à la gifler. Elle se retourna vers la jeune noble, qui attendait tasses de porcelaine fleurie à la main, des sourcils légèrement froncés. Sous ses boucles dorées, Isabelle lui adressa son sourire le plus mielleux. Je vous place entre les mains de la meilleure vendeuse de la boutique. Vous recevrez les conseils de la patronne en personne. La noble entrouvrit ses lèvres teintées de pommade rose, mais Isabelle s'éclipsa en un éclair vers l'arrière-boutique. Le magasin principal n'était que tiroir d'ébène laqué du sol au plafond, renfermant des centaines de compositions, et l'arrière-boutique en était l'identique extension. Isabelle marcha jusqu'à sa table, les lattes de parquet grinçaient sous ses bottines, des cuillères bruns. Elle effleura le plan de travail, aussi sombre que sa peau, et inspira à peine à plein poumon les effluves qui flottaient dans la pièce. Les odeurs d'été ratées mélangées à celles d'été plus réussies lui donnaient parfois des migraines terribles. Aujourd'hui, seule une odeur mentholée se promenait dans l'air. Tout avait été rangé les 2 jours plus tôt, chose assez rare pour être soulignée. D'habitude, le parquet était jonché de pétales ou de feuilles qu'un courant d'air ou un mouvement rapide avait précipité au sol. En cet instant, chaque plante était dans sa boîte et chaque boîte était sur son étagère. Enfin, seule soupira Isabelle. Elle fouilla dans sa poche droite à la recherche de son ruban. Personne ne savait qu'elle portait un pantalon large sur son jupon crème, encore moins ses parents. Pourtant, le royaume des Terros était beaucoup moins soumis aux règles de bienséance que ses voisins. Leur nation était le premier né au royaume, après tout. De quoi autoriser les conduites les plus marginales dans le respect d'autrui. Mais pour les parents
original, comme ces nattes faites de fils de laine. Épuisée par cette tentative de vente cauchemardesque, Isabelle s'étale sur son plan de travail. Elle remarqua alors quelques petits fleurs de jasmin parmi ses outils. Elle les recueillit délicatement dans sa main qu'elle referma. Lorsque ses doigts se détendirent à nouveau, la fleur avait séché. Isabelle. La jeune femme soupira, les yeux rivés sur les pétales vidés de toute vie dans le creux de sa main. Papa, répondit-elle d'une voix aussi grave que la sienne. André rit, chaque fois qu'elle l'imitait. Son pas lourd fit trembler le sol. Lorsqu'il vint se placer à côté d'elle, posant une main sur son épaule, Isabelle n'osa pas le regarder dans les yeux alors qu'elle savait qu'il n'attendait que ça. Je te trouve bien cruelle avec ces pauvres petites fleurs. Isabelle se redressa. Ce sera pour monter de ce midi. De toute façon, l'heure du jet était bien trop courte pour faire partie d'un bouquet. Son père leva un sourcil et en termes d'arôme, Isabelle plissa les yeux grâce à son don. Répondre à cette question était aisé. D'un simple toucher, elle pouvait deviner le potentiel aromatique de n'importe quelle plante. Les vers pousser, éclore, faner, sécher, une formalité pour elle qui connaissait d'instinct leur langage. Sans ce talent familial, jamais les deux Moras n'auraient pu faire prospérer leur boutique avec des créations aussi audacieuses qu'équilibrées sur le continent. Beaucoup auraient parlé de magie. Ses parents trouvaient la dénomination insultante pour ce don qu'ils cultivaient tous les jours, l'infusant dans chaque aspect de leur art. C'était leur plus grand secret. Le don est puissant chez nous parce qu'il est rare. Lui avait expliqué sa mère. À demi-mot, elle lui avait révélé que les Rodriguez et quelques familles archipéliennes le possédaient également, sans plus de détails. Alors Isabelle chérissait cet héritage avec autant de passion que de discrétion. Le parfum sera doux sur la langue, mais la qualité des fleurs laisse présager une pointe d'amertume en arrière-goût. Elles ont été trop longtemps oubliées sur la table, mélangées à des feuilles de thé vert. Ça devrait être convenable pour moi, pas pour un client, évidemment. André profita de cette dernière phrase pour saisir la perche tendue par sa fille à propos de ce qui s'est passé à la boutique. Je déteste la vente, le coupa, Isabelle, et je déteste que vous me forciez à être devant les clients. C'est angoissant. André soupire et Isabelle aurait pu jurer que son souffle était suffisamment profond pour remplir toute l'arrière-boutique de son haleine citronnée. Isabelle, on a déjà eu cette conversation des dizaines de fois, des centaines, le corrigea-t-elle avec un sourire contrit. Et tu vas continuer d'être présente dans la boutique au moins tous les matins. On te l'a dit, tu dois être capable de tout faire. Ici, un jour, ce sera ton comptoir. Les clients voudront parler à la patronne, à celle qui confectionne les thés. Tu pourras porter le pantalon, rit-il en haussant un sourcil. Isabelle se retourna vivement. Ne te moque pas de moi, papa. André leva devant lui ses larges mains tachées par les plantes. Plus petites, Isabelle les appelait ses pattes d'ours. Aussi larges que son visage, elle dégageait une odeur de nectar sucré, l'odeur des plantes que son père manipulait. S'y fixait et il refusait de partir malgré les lavages répétés. Ces pommes avaient les couleurs de pêche qu'il cueillait lui-même pour
j'aime ça. Bon, j'aime un peu ça, des conseils tactiles, mais jamais la vente ne remplacera la confection à mes yeux. Je le fais parce que c'est ça qui crée un lien entre le thé et le client. Le thé est l'âme de la boutique, c'est pour ça que tu dois également être une bonne vendeuse. Sans toi, les clients ne peuvent pas accéder aux merveilles qui la recèlent. Encore ce serment, Isabelle fixa son père droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était venu la rejoindre dans leur atelier. Elle était lui en miniature, mais sans le charisme, même peau noire aux reflets cuivrés, même regard intelligent et surtout même sens des affaires quand il fallait fuir leur corvée. Tu me dépenses, tu me dispenses pour le reste de la matinée et je vais toutes les corvées du jour pour la boutique. Son père siffla les yeux plissés. Tu es vraiment dur en affaires, les corvées de la boutique et la préparation du déjeuner. Ensuite, je te laisse tranquille. Oh, et j'ai aussi toute une liste de tâches à te confier pour les réouvertures du jardin de thé dans 2 semaines. Isabelle tendit sa main droite tout aussi tachée que celle de son père. Un large sourire fendait son visage, comme un croissant de lune éclairant la nuit. Tout plutôt que la boutique, André serra fermement ses doigts, puis se pencha vers elle. Ta première mission consistera à t'occuper des livraisons. Je te rappelle qu'on reçoit une cargaison aujourd'hui. Isabelle écarquilla les yeux. Elle avait complètement oublié qu'elle recevait leurs commandes mensuelles dans l'archipel du Sud. Son père la fixé un sourire narquois étirant ses lèvres charnues. C'est ce moment que choisit la cloche du livreur pour retentir dans la rue. Isabelle soupira et quitta la pièce d'un pas vif, sous le regard amusé d'André. Elle traversa à nouveau la boutique. Sa mère encaissait les achats de la jeune noble tête à claque. Isabelle lui avait refilé 3 clients. Se baladaient dans la boutique le nez en l'air, humant les puissants effluves qui s'affrontaient. Isabelle sourit, les regardant, s'abandonner à leur sens, enfoncés dans leur redingote d'apparat coloré. C'était le pouvoir du comptoir de Mora. On y entrait pour déguster le meilleur thé du royaume et on se retrouvait submergé par la puissance dévastatrice des plantes de savamment combinées pour révéler des saveurs inédites. À travers la vitrine, Isabelle vit la carriole du livreur stationné au beau milieu de la large rue pavée. Il abuse, pensa-t-elle en étouffant un rire. Elle appuya d'un coup sec sur le poignet de fer forgé au mécanisme grippé et sortit. De nombreux passants flânaient sans entrer dans les boutiques alentours, exception faite de celle d'Adam Bachu. La réputation de ces toilettes raffinées n'était plus à faire. Isabelle avait entendu dire que les dames de la cour pouvaient en venir aux mains pour obtenir un rendez-vous quand les modes se lançaient. Jamais rien de bien méchant, un harcèlement à coups d'éventail malencontreux dans l'œil ou un remplacement de parfum par du bouillon de volaille. Comme ça, tu es de corvée de Mora. Isabelle se retourna vers la carriole. Gordiano Bucilies
Isabelle s'approcha préoccupée. Sa silhouette voûtée n'était pas inquiétante, pas plus que sa barbe grise éparse et ses dents manquantes. En revanche, cette toux qui secouait son corps, pourtant habitué à l'effort, l'alarmait. T'en fais pas pour moi, ça va. C'est la mort qui me prévient qu'elle arrive, plaisanta-t-il. En lui lançant un clin d'œil, la jeune femme leva les yeux au ciel. Je t'ai dit de consulter un médecin, imagine que ce soit grave. Gordiano balaya ses craintes d'un revers de main. À mon âge, tout est grave. Tu le sais bien. Sa voix était encore enrouée. Isabelle savait qu'on ne jongeait pas si facilement les gens, surtout qu'il était âgé et têtu comme Gordiano. Mon père dit quand on a une cargaison aujourd'hui, l'interrogea-t-elle pour la forme. Gordiano se dirigea vers l'arrière du chariot et débloqua les deux énormes loquets qui retenaient le bâton de bois empêchant la cargaison de dégringoler. Isabelle en profita pour voler une caresse à Valencia, la jument de trait, blanche comme du lait frais, tirait la carriole de Gordiano depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Elle tenait son nom de la Valencia, un territoire du nord de leur continent insulaire. Cette région était recouverte de neige la moitié de l'année d'après les récits des voyageurs. Peu de gens voyaient l'intérêt d'y aller. La douceur de vivre et la liberté qu'offrait Étéros n'invitaient pas à s'aventurer dans l'autre pays plus conformiste, où les affaires n'étaient pas fructueuses. Isabelle espérait que Gordiano prendrait bientôt sa retraite, autant pour lui que pour sa douce jument. Isabelle, ça risque d'être un peu lourd, dis-moi si t'as besoin d'aide. Et pour toi, j'ai trouvé ça. Elle fronça les sourcils d'où elle était. Elle ne voyait pas à qui il parlait. Elle le rejoint en 3 pas, prête à embarquer sa cargaison sans demander son reste, mais s'arrêta net quand elle aperçut l'autre cliente. Antarina détailla Isabelle des pieds à la tête. Était-ce ses cheveux? Elle haussa un sourcil sans parvenir à dissimuler le mépris qu'elle éprouvait pour sa rivale. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut. Antarina détailla Isabelle des pieds à la... Était-ce ses cheveux? Elle haussa un sourcil sans parvenir à dissimuler le mépris qu'elle éprouvait pour sa rivale. Elle posa ostensiblement un doigt le long de ses cheveux crépus plaqués sur son crâne jusqu'à l'épaisse nuage noir qui s'épanouissait sur ses épaules. Même la tenue d'Isabelle, une simple robe beige, n'égalait pas l'élégante robe de satin rose aux manches profondes qui illuminait sa peau brune. Quelle pitié d'avoir un teint noir comme le sien et de le cacher avec des tenues aussi miséreuses. Peut-être que le mot rival était de trop. Chaque jour que le Saint-Soleil faisait entrer, Antarina se demandait comment le comptoir de Mora et ses thés grossiers pouvait être considéré comme la concurrence de son pétale d'ivoire, un lieu où régnaient des saveurs délicates et raffinées. Un monde les séparait en somme, mais sa mère affirmait que ces choses-là ne se disaient pas à haute voix. De Mora, ta cargaison s'il te plaît, tu sais que tu n'es pas ma seule cliente, hein, dans ta Gardiano avec un sourire pincé. L'atmosphère entre les deux jeunes femmes était aussi peu pesante qu'un ciel d'orage à la fin d'une journée d'été difficilement respirable. Sur le point
mystérieuse dans quelques jours, ironisa Isabelle avec un sourire mielleux. Gordiano serait dit. Ontarina serra les poings, le menton toujours haut. La pique l'ébranla, mais elle ne devait rien laisser paraître. Elle regarda Isabelle soulever le couvercle du caisson de bois et jeter à l'intérieur un coup d'œil satisfait. Avant de l'attirer à elle, juste avant de regagner sa boutique, Isabelle se tourna vers Gordiano. Soucieuse, tu devrais quand même te faire examiner pour cette toux. Si jamais ça devait être grave, sache que certaines personnes ne viendraient même pas à ton enterrement, siffla-t-elle avec un regard. Pour Ontarina, Isabelle reprit son chemin comme si de rien n'était, tandis qu'Ontarina étouffait un juron dans sa main garce. Isabelle l'avait entendu, elle le savait, mais celle-ci ne se retourna pas. Ne serait-ce que pour l'insulter en retour, sa mère lui ouvrit la porte et elle disparut à l'intérieur du comptoir. Lorena eut à peine un regard pour l'amie d'enfance de sa fille. Ontarina nota que ses cheveux étaient toujours coiffés en un entrelace de tresses sophistiquées, quelques fils d'argent en plus, cadeau du temps. Gordiano soupira, cette querelle dure depuis trop longtemps. Pas assez longtemps d'après mes parents, murmura Ontarina. Gordiano eut un reniflement de mépris. C'est ridicule, totalement ridicule, et je vous l'ai déjà dit. C'est un malentendu depuis le début, mais votre fierté mal placée, elle vous tuera un jour, je vous le jure. Je vous le dis, ton colis. Je vous le dis, ton colis, Rodriguez. Ontarina secoua la tête. Les deux Moras avaient dépassé les bornes depuis longtemps. Elle sursauta quand une main se posa sur son épaule, forte et fripée. Elle appartenait à Gordiano. Il la fixait de ses yeux clairs, enfoncés sous un front ridé par l'âge et l'inquiétude. Prends soin de toi, petite. Ontarina hocha la tête, faisant osciller ses pendants d'oreilles en nacre. Elle attrapa son colis en caisson, un caisson à peine plus épais que sa taille, enserré dans son corset, puis retourna au pétale d'ivoire avec un plaisir enfantin. Elle contempla la façade de la boutique éblouissante parmi les autres échoppes plus sombres, comme celle du comptoir de Mora. Elle en était si fière, des lourdes grappes de glycine violettes tombaient le long de la pierre blanche, dégageant un parfum de miel capiteux. Leur échoppe était sûrement la plus élégante de toute la capitale d'Azerano. Ontarina étira ses lèvres teintées de pourpre. Un sourire charmeur redressa la tête et entra dans la boutique. Elle fut déstabilisée à peine une demi-seconde par le bruit qui résonnait dans l'immense pièce. Leurs clientes, majoritairement féminines, voletaient partout comme des papillons de nuit à la recherche de la lumière. Seule différence, ces femmes ne couraient pas après la lampe des lampes à huile, mais après les dernières tendances en matière de thé. Il y avait de quoi faire dans les centaines de tiroirs blancs aux poignées dorées. Ontarina marcha d'un pas vif jusqu'à l'arrière-boutique et y déposa son chargement avant de retomber en magasin. Aussitôt une cliente l'accosta, joues rouges par des pommades à la rose, boucles brunes dans lesquelles des dizaines d'épingles étaient fixées avec précision. La femme faisait déjà partie de ses clientes préférées, même si elle ne le connaissait pas, même si elle ne la connaissait pas encore. Elle était l'une de ces nobles qui propageaient une tendance
sur une petite noble de royaume, Espiria, en mal de popularité. Madame, puis-je vous être d'une quelconque aide? Proposa Andarina de sa voix la plus douce. La cliente se rengorgea. Probablement une comtesse s'amusa. La jeune vendeuse, elle cherche votre thé. Je cherche votre thé qui change de couleur. Il avait sensation lors de la dernière collation de la comtesse Pamona. Elle détachait chaque syllabe et appuyait son propos de petite agitation de son éventail fermé. La jeune femme sourit en reconnaissant l'accent espérien. Elle avait visé juste. Mais bien sûr, je crois vous parler du perle de nuit, notre thé à la rose et au figue. La noble dont Andarina ignorait toujours le nom se redressa, battant rapidement de ses paupières fardées de bleu ciel. Son agitation était telle que sa gorge blanche commençait à rougir. Oui, c'est celui-là. Je ne sais pas comment vous le confectionnez, mais il est incroyable. Le changement de couleur, le goût épique à l'originalité, ses petits âgés personnalisés. Faussement modeste, Andarina tourna légèrement la tête. C'était mon idée, sourit-elle. Ne le répétez à personne, mais je travaille actuellement sur des nouvelles créations. Elles seront sûrement disponibles le mois prochain. Si le perle de nuit vous plaît tant, Madame Comtesse de Trévis souffla son interlocuteur de nouvelles créations. Pensez-vous qu'il serait possible de m'en fournir pour une dégustation? Elle déploya son éventail de soie blanche et commença à agiter l'air avec. Andarina sentait des petits vagues de vent frais s'échouer sur son visage. Elle avait flairé le bon filon. La cliente devait avoir une quarantaine d'années. Andarina posa une main sur sa poitrine et se pencha vers l'avant comme pour lui confier un secret. Mais bien sûr, madame la comtesse, voyez-vous, non seulement le pétale d'ivoire peut vous fournir en thé, mais nous organisons nous-mêmes des dégustations. Elles peuvent se dérouler chez vous, dans notre jardin privé ou encore au palais. Nous avons, disons, nos propres accès. Si cela vous intéresse, je vous laisse en discuter avec ma mère. En juger par l'éclat de ses yeux bleus, la cliente était conquise, mais Andarina ne parlait pas d'argent. Elle se retourna, cherche à travers la boutique le chignon enrubanné de sa mère et avec élégance leva le bras pour lui faire son signe jusqu'à ce que celle-ci la remarque. Je vous prépare une boîte de perles de nuit. Pendant ce temps, ma mère s'occupe de vous immédiatement. Andarina s'éclipse, n'osant adresser un clin d'œil complice à sa mère. Angela Rodriguez était une négociatrice d'exception. Dans une autre vie, elle avait dû être une marchande itinérante qui parcourait les océans pour dégoter des biens de luxe. Elle pouvait faire plier n'importe qui à son prix, sans jamais donner aux clients l'impression de leur extorquer leurs précieuses couronnes, ce qui était selon Andarina assez souvent le cas. Mais c'était pour la cause familiale. La comtesse de Trévis repartit délestée de centaines de couronnes espériennes. Un immense sourire chevalin déformait son visage. Le regard d'Andarina accrocha le bouquet qui commençait à faner sur le comptoir. Elle s'en empara et se faufila jusqu'à l'arrière-boutique où elle ôta les fleurs du vase pour les poser à côté de l'évier en cuivre. Du bout des doigts, elle sécha le bouquet dans des pétales fanés volèrent au sol. Elle avait vu son père en pleine conversation dans la boutique. Il s'en occuperait plus tard. Personne
yeux ne suivaient pas ses gestes, mais son professeur, son usage du ton était impulsif et hors de contrôle. En fin de compte, elle leur donnait raison. Andarina continua son chemin avec son vase en porcelaine d'Aokin jusqu'au jardin, où elle versa l'eau de la veille sur l'une des rangées en pleine floraison. Son souffle se faisait plus lourd. La chaleur de l'été faisait s'ouvrir bien des fleurs cette année, et elle se comptait dans le lot. Les plantes dans la serre de verre juste en face ne devaient pas se porter beaucoup mieux, et ce malgré l'ouverture des deux portes pour créer un courant d'air. D'un geste, Andarina offrit l'étui de ses ciseaux d'argent, en permanence dissimulés dans ses jupons. « Je vais partir sur du rose, du violet et du bleu, murmura-t-elle pour elle-même. Le plus souvent, elle essayait de faire des bouquets comestibles dont les pétales pouvaient être séchés pour ses assortiments de thé. C'était en partie de cette manière qu'elle avait eu l'idée de perles de nuit. Il y avait aussi la fois où elle avait utilisé des feuilles mal oxydées avant de se rendre compte de la sublime coloration qu'elle pouvait obtenir. C'était pourtant l'une des premières choses qu'elle avait appris sur le thé. L'oxydation commençait dès la récolte. Pour l'enterrement, il fallait brièvement soumettre l'herbe à la chaleur. Le thé blanc dont la couleur venait de sa cueillette en bourgeon n'avait besoin que d'une très faible oxydation pour développer son arôme subtil. Pareil pour le thé vert, récolté plus tard et dont la saveur herbeuse était plus intense. Enfin, pour obtenir le goût corsé du thé noir, l'oxydation devait être totale. Mais rater le thé noir devenait un thé bleu. Et Andarina avait vite vu comment elle pouvait s'en servir. Au début de son infusion, le perle de nuit dégagé dans l'eau, des volutes roses qui dansaient dans les tasses jusqu'à virer au violet. Une petite prouesse réussie grâce à son idée des sachets en mousseline. Aux endroits on pouvait observer quelques morceaux de vic séchés et une pincée de thé bleu. Le tout enroulé dans des pétales de rose rouge. Ce thé était plus cher et chaque portion était faite main puisque le sachet devait être noué avec une fine cordelette de lin. Et depuis sa mise en vente 2 semaines plus tôt, la boutique ne désemplissait pas. Les femmes de la cour du roi d'Éteros et même les suivantes de la reine accouraient à la boutique pour en faire l'expérience. Beaucoup venaient également des royaumes voisins d'Hesperia et de Borcla. On tout sauta dans son dos. Son père, elle ne se retourna pas et coupa la rose blanche la plus proche avec son dent. Elle rafraîchit quelques pétales au bord brûlés par le soleil. Je refais le bouquet et j'arrive tout de suite, papa. J'ai mis les fleurs à sécher sur ton établi. Andarina se retourna. Le ton de son père était bien solennel. Oh. Elle se redressa précipitamment et vit une rapide révérence. L'homme qui accompagnait son père portait la livrée jaune de la garde royale rapprochée. Celle qui suivait de près le roi Ambrosio II et la reine Lavinia. Son sang, sa glace. Est-ce qu'il m'a vu utiliser mon pouvoir? Le garde la fixait d'un regard intense, les yeux dissimulés sous le rebord noir de sa casquette jaune. Un demi-soleil en or ornait la visière, s'identifiant clairement. Un bref éblouissement rappela à Andarina pourquoi on les appelait les flamboyants. Elle faisait les plus
Vêtu du même blanc aveuglant qui recouvrait l'intégralité de sa boutique, il tapotait l'un des boutons de sa redingote. Antarina fronça les sourcils. Son père était toujours mesuré, en public comme en privé. Il ne se laissait aller au stress et aux autres émotions qu'il jugeait honteuses. Qu'en de très rares occasions, quelque chose d'important était en train de se produire. Rina, j'ai avoir besoin que tu suives ce garde jusqu'au palais. Je dois rester à la boutique, je peux compter sur toi. Antarina hocha la tête mécaniquement. Pourquoi un flamboyant avait-il besoin de moi au palais? Pourquoi est-ce que mon père a l'air si angoissé? Elle avait tant de questions à lui poser, mais il ne supporterait sans doute pas que sa fille le questionne devant un inconnu. Le garde se retourna sans attendre sa réponse, et elle fut forcée de lui emboîter le pas entre fixant le fourreau de son épée battant sur sa cuisse. Elle traversa la boutique sous l'œil curieux des clients et le regard inquiet de sa mère. Antarina redressa la tête et afficha un sourire serein. Elle devait donner l'illusion de maîtriser la situation. L'honneur de sa famille était peut-être remis en question. Dehors, un carrosse noir d'encre occupait l'espace où s'était arrêté Gordiano quelques minutes plus tôt. Deux immenses étalons y étaient attelés et piaffaient d'impatience. Le cocher était aussi un garde, mais vêtu d'un uniforme bleu marine. À nuit tard, la lumière soit louée, pensa Antarina avec soulagement. Toute la ville d'Aslerno n'avait besoin de savoir que l'héritier du palais d'ivoire était escorté par un flamboyant jusqu'au palais. Ce dernier, qui n'avait toujours pas dit un mot, ouvrit la portière et lui tendit la main pour l'aider à monter. Il prit la place à sa suite sur la banquette et referma la portière, toquant 3 fois au plafond pour donner au cocher l'ordre de repartir. Antarina manqua de tomber à la renverse lorsque le corse s'ébranla sur le pavé. C'est alors qu'elle la remarqua. Je peux savoir ce qu'elle fait là, elle. That's it, guys, for today. J'ai lu 2 chapitres, c'était épuisant. Comme je vous ai dit, je suis dyslexique, donc c'est un peu difficile pour moi de lire. Mais c'est un livre que je dois lire depuis très très longtemps, genre quasi 2 ans. C'était un peu une vidéo pour me motiver à le lire. Anyway, guys, I'm going to talk in English to finish the video. I hope you like it. I have to say sorry because my cat do a lot of noise because she play a lot. She's a kitten, so she's so little and always want to play. So anyway, she do a little bit of noise and sounds.